Bienvenue dans ce replay avec Pascal Demurger, CEO de la Maïf, qui nous accueille pour nous parler de la transformation du monde de l'entreprise. Vous allez voir dans quelques instants. Bonjour Pascal Bonjour Demurger. Damien. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on va regarder comme vous le savez, c'est du périscope, donc voilà, c'est toujours un peu expérimental, mais manifestement ça fonctionne très bien. On va avoir des gens qui, je l'espère, vont rejoindre le live pour vous poser plein de questions. On est ensemble jusqu'à 19h. Très bien, voilà, donc on a du temps, c'est super. Voilà, on commence à avoir les premiers qui viennent. Bonsoir Stéphane, bonsoir Christophe, bonsoir Dadoun. Bienvenue à ceux qui arrivent. C'est la première fois que vous faites un périscope? Oui, c'est la première fois, absolument. D'accord. Grande première. C'est une première. Bon, vous aviez déjà regardé ou pas du tout? Ah, j'avais déjà regardé, ouais, y compris pour préparer quand même. Oui. D'accord. Bonsoir Sébastien. Alors vous voyez, voilà, juste pour vous montrer, il y a des gens qui arrivent dans la room. Très bien. Et on va avoir des personnes qui vont me dire bonsoir Christophe, ça va très bien. Je suis en très bonne compagnie ce soir, tu vas voir, si tu restes un peu avec nous. Voilà, donc on a des personnes qui arrivent, qui nous font des petits cœurs parce qu'ils aiment. Bonsoir Olivier. Vous pouvez partager d'ailleurs. Si vous avez envie, vous faites des cœurs, ça c'est super. On peut aussi partager ce live parce qu'il est assez exceptionnel. C'est, je crois, une des premières fois, voire peut-être la première fois qu'un PDG français accepte une interview d'un périscopeur. Alors il faut quand même qu'on s'explique un peu, enfin, qu'on se dise comment on s'est mis en relation. Ouais. Et je vous ai contacté sur Twitter. Oui, exactement, ouais. C'est ça. J'ai eu la joie un jour de voir que vous me suivez sur Twitter quand même. Grand honneur. Il y a Sébastien qui me dit Super Pascal, bienvenue pour ce premier périscope. Merci. Fraternitor qui dit Monsieur Demurger, vous êtes un dirigeant très moderne. Waouh. Je sais pas si c'est un salarié de la Maïf ou un sociétaire, je ne sais pas, ou quelqu'un sûrement qui vous aime bien. Donc je vous ai contacté par Twitter, pour être tout à fait honnête avec vous. Ouais. Au début, je vous ai contacté, je me suis dit on va voir s'il va me répondre. Est-ce que c'est ses équipes de com qui gèrent derrière ou pas? On va voir ce qu'il va me répondre. Ouais. Conclusion, vous m'avez répondu. Ouais, exactement. Vous m'avez dit oui, tiens, ça pourrait être une bonne idée, pourquoi pas, on en reparle. Et finalement, vous m'avez dit, eh ben, on y va, on le fait. Donc, vous savez longtemps que vous utilisez Twitter? Oh, ça fait pas si longtemps que ça. J'étais pas un early adopter. Hein, ça fait un peu plus de 2 ans quoi. Que j'utilise Twitter, 2 ans. Donc voilà, j'étais pas early adopter. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans d'un seul coup? Quelle révélation avez-vous eue? Alors, engagé dans un plan stratégique, on y reviendra quand même. Un plan stratégique Maïf très orienté digital. Hein, en tout cas, c'est un des volets importants du plan stratégique, pas le seul, mais un des volets vraiment importants. Et moi, j'ai la conviction personnelle, et pas seulement la conviction, mais l'expérience que pour comprendre le digital, il faut le pratiquer. Et donc, pour comprendre les réseaux sociaux, par exemple, il faut être sur les réseaux sociaux. Et donc, vous vous êtes dit Twitter, ce serait super, ou on vous a dit, on vous a soufflé, ce serait quand même pas mal que tu ailles sur Twitter? Oh il y a eu un peu de ça aussi, hein, il faut être complètement honnête, je suis entouré, je ne suis pas tout seul. Donc effectivement, on y réfléchit aussi en équipe, mais c'est parti vraiment du ressenti d'un besoin qui était de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux et d'y aller, d'où Twitter, LinkedIn. J'ai El Javo qui me dit justement Namaïf est très innovant, je cite. Hein. Alors j'ai Sébastien Robit qui dit est-il important de dire digital dans les affaires plutôt que numérique? Tiens, on va commencer par là. C'est vrai que je dis plus souvent digital que numérique, je pense. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas réfléchi au sujet. Ça vous vient comme ça. Ouais, exactement. Alors, pour revenir sur vos usages, donc il y a 2 ans, vous entrez effectivement dans un plan stratégique. Cécilaire, non, vous n'êtes pas le seul. Oui, c'est vrai, effectivement, il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui disent digital, d'autres qui numérique. Moi, je dis les deux, donc de toutes les manières. Alors, il y a 2 ans, donc vous attaquez un plan stratégique, vous modifiez pour vos choses, vous dites. Le digital va être un des éléments clés, on va y revenir, de l'évolution de l'entreprise. Et donc là, vous vous dites, je vais le pratiquer, c'est ça. Donc vous plongez à corps perdu dans du Twitter, du LinkedIn et autres joyeusetés numériques. Oui, alors j'étais pas complètement en dehors du truc non plus, mais effectivement, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que dirigeant? Alors, je vous explique pourquoi, parce que très souvent... Pardon Laurent, excuse-moi, Laurent. Oui, j'ai dit El Javo, c'était pour ton arrobase, mais c'est Laurent. Excuse-moi Laurent. Quand je rencontre des dirigeants, très souvent, il y a une sorte d'appréhension par rapport aux réseaux et aux médias sociaux. Oui, pourquoi pas Twitter, on va y venir maintenant, etc. Alors très souvent, les anglo-saxons sont depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous auriez à dire à certains de vos pairs qui se posent des questions pour y aller ou qui vont un peu à reculons, parce que la com a dit qu'il fallait y aller. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à vous? Et qu'est-ce que ça apporte justement à l'entreprise? Alors, ce que je leur dirais, déjà en mode un peu défensif, pardon de commencer par là, mais il n'y a aucune raison de redouter ça. Hein, on peut redouter parce qu'on se dit, oulala, mais un client mécontent, je vais me faire agresser. Oui, c'est souvent ce qu'on entend. Ouais. Et en réalité, écoutez, moi, il commençait à y avoir quelques followers quand même, pas mal, je reçois évidemment pas mal de messages, etc.
jamais, ou pour ainsi dire jamais, j'ai été pris à partie sur Twitter, fortiori sur LinkedIn. Donc les gens sont assez civilisés sur les médias sociaux. Parce que très souvent, il y a cette crainte-là, c'est un repère de gens un peu bizarres. Mon expérience, c'est vraiment pas ça. Mon expérience, c'est le contraire. Énormément de connivence, en fait. Énormément de complicité. Vachement de gens qui forcément, ce sont généralement des followers et qui interagissent de manière extrêmement positive. Ouais, c'est chouette ce que vous faites à la Maïf, ça c'est super, etc. Donc ça permet aussi de sentir un peu des tendances. Et puis par ailleurs, et ça c'est un peu un sujet de surprise pour moi, je suis quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis pas de la génération Y. Ça veut rien dire. Et ça a été un peu une surprise pour moi. Twitter est devenu pour moi une source d'information, tout simplement. Parce que je suis des gens... Donc le matin au petit-déj, vous faites votre revue de presse sur Twitter? Alors, c'est pas systématiquement à tel moment ou tel autre, mais en tout cas, dès que j'ai un petit moment, effectivement, je suis un peu. Et honnêtement, je tombe sur plein de trucs que jamais j'aurais vu autrement. Alors, une question de Sébastien. Ouais. Sébastien Robit, est-ce que Pascal pense que Twitter peut être un levier RH pour le recrutement sur un profil? Alors, ça peut, oui, bien sûr. Ouais. Et notamment sur alors, peut-être plus sur le compte entreprise, mais pourquoi pas. Ouais, alors, justement, je rebondis là-dessus. J'ai cru comprendre que votre RH s'appelait responsable des richesses humaines. Ouais. Donc, ici, on parle de directeur des richesses humaines. Et alors, j'ai découvert ça tout à l'heure, pour tout vous dire. Alors, il m'a dit, c'était vrai. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est voilà. récent, mais c'est vrai. Alors, pourquoi ce changement lexical, sémantique? Alors, ça va dans un mouvement vraiment de fond qui fait partie aussi de notre stratégie depuis 2-3 ans, qui est un mouvement où on évolue vers une forme d'entreprise libérée, pour prendre ce terme. On y reviendra sur l'entreprise libérée, parce que des fois, il y a un peu... Oui, bien sûr, absolument. Sur Il y a à boire et à manger, mais en tout cas, un management par la confiance, donc des pratiques assez innovantes en termes de management. Et dans ce contexte-là, moi, il y a un truc qui me frappe, les termes ont un sens quand même. Hein. Pour moi, une ressource, c'est un truc qu'on exploite. Une richesse, c'est quelque chose qu'on cultive. C'est quand même vachement plus valorisant de s'appeler direction des richesses humaines que des ressources humaines. On n'est pas là pour exploiter les gens. Donc là, vous êtes dit, on change le terme. C'est un symbole qui a accompagné un changement de pratique. Et d'ailleurs, on a mis pas mal de temps en réalité avant de changer le nom, parce que moi, je ne voulais pas qu'on change le nom avant que ça corresponde à la réalité. D'accord, ça veut dire quoi en termes de personne dans le poste, en termes de réalité? C'est quoi la réalité? C'est quoi adapter la réalité? La réalité, c'est déjà un changement profond dans le style managérial, c'est-à-dire effectivement des pratiques beaucoup plus responsabilisantes pour les gens, leur laisser beaucoup plus d'initiative, beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de liberté, bref, avoir des relations d'adulte à adulte, quoi, ce qui est quand même plutôt plus agréable en plus et plus efficace, plutôt que des trucs un peu autoritaires, verticaux. L'entreprise verticale, on parle de digital, c'est juste incompatible avec les fonctionnements des réseaux sociaux ou d'ailleurs avec les nouvelles générations. Donc, fonctionnement beaucoup plus horizontal, avec beaucoup plus de marge de manœuvre. Et puis, on essaye... le manager, il est là au service de ses équipiers et pas là pour les diriger de la même manière. Ça, c'est le rôle d'un manager. Voilà, c'est le rôle d'un manager, sauf que j'ai pas toujours vu ça dans les entreprises, moi. Comment on fait passer ce message? Comment on leur explique qu'il faut arriver à changer? Parce que l'ère a changé. C'est un gros travail autour du management. Une entreprise comme la Maïf, c'est quand même, il y a 700 managers, donc c'est pas rien. Évidemment de tous les âges, avec des cultures très, très différentes, etc. Avec quand même des gens qui parfois ont été habitués depuis des décennies parfois à ce qu'on leur demande, d'avoir un type de management assez traditionnel, classique, fondé sur l'autorité. Je suis manager, donc 1, je décide, 2, je commande. Et 3, ils exécutent. Et 3, ils exécutent, exactement. Et 4, je contrôle. Là, on inverse tout. Je commande plus, j'essaye plutôt d'avoir du leadership, d'entraîner par l'envie plutôt que par la crainte. Je décide plus, mais on construit et je lâche prise. Je contrôle plus, je fais confiance. C'est quand même un renversement quand même assez profond. Donc c'est pas évident pour les managers. En revanche, moi je me souviens un moment qui reste gravé dans les mémoires, d'ailleurs pas seulement dans la mienne. J'avais réuni les 700 managers de la boîte à un séminaire à La Rochelle
il y a un tout petit peu moins de 2 ans, c'était en mai 2015. Il y a des questions, on va répondre, hein. Je vous lâche pas. Je suis désolé, je suis bavard. Non, mais je vous lâche pas, rassurez-vous. En mai 2015, 700 managers pendant 2 jours et demi à La Rochelle, 2 jours et demi incroyable, absolument incroyable, où je leur ai présenté un peu ce que je voulais faire en termes d'évolution du management, etc. Et on a fini dans une espèce d'enthousiasme collectif, mais quelque chose. Et franchement, les 700 qui étaient là, qui très généralement sont encore là évidemment dans l'entreprise, en parlent avec des étoiles dans les yeux, c'est impressionnant. Donc ouais, c'est compliqué, il y a pas mal de pédagogie, d'accompagnement, etc. Et en même temps, c'est tellement aspirationnel. Alors justement, il y a plusieurs personnes qui me demandent toujours sur la RH, sur la question du RH et du numérique. Ouais. Est-ce que vous avez des ressources en interne aujourd'hui ou est-ce que vous sous-traitez? Non, on a des ressources en interne. On a des ressources en interne. Alors sur le digital, on s'est vachement renforcé. Bien sûr, on sous-traite aussi, hein. Mais sur le digital, on s'est vachement renforcé. On a, y compris recruté un CDO d'ailleurs, il y a un peu plus de 2 ans. Et on renforce régulièrement les équipes. Alors, Pascal, je vous demande, est-ce que ça continue de bien fonctionner? J'ai vu qu'il y avait une petite coupe. Donc, juste pour savoir, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Juste pour être sûr. Sinon, on reprend. C'est pas très grave. C'est bon? Nickel? Oui? Merci. On continue alors. Super. Donc ouais, des ressources en interne et ces ressources, c'est pas uniquement d'ailleurs des recrutements externes de produits digital, mais c'est aussi de l'évolution interne, hein, de nos collègues. On investit énormément dans la formation, dans la dimension culturelle aussi. Hein. Alors justement, on va venir à cette dimension-là. Je dis d'abord bonjour aux premiers qui sont, enfin aux nouveaux qui viennent d'arriver, Lionel Fumado qui vient d'arriver, Cosmo, New York, merci, bonjour, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Partagez, n'hésitez pas, vous pouvez faire des cœurs, ça vous le savez, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi partager ce live parce que, comme je le disais au tout début, vous n'étiez pas là, c'est une première. Rares sont les PDG qui acceptent aussi spontanément, et je le dis vraiment en toute sincérité, de prendre le risque d'être en live et de discuter de ces différents sujets sur l'évolution d'une entreprise qui, aujourd'hui, a un marché qui évolue, qui est celui de l'entreprise de l'assurance. Et on va en parler dans quelques instants. Pascal Demurger donc, nous a parlé déjà de ses premiers pas sur Twitter. Ça s'est plutôt bien passé, les gens sont gentils avec lui, c'est bien, bravo, continuez, c'est bien. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite, ça c'est un premier point, vous êtes aussi sur LinkedIn. Oui, exactement. J'ai vu que vous écrivez des tribunes. Ouais. C'est vous qui les écrivez, ces tribunes? Ah, c'est moi qui les écris avec un peu de soutien. Vous les relisez ou on fait un peu de soutien? C'est pas grave. Hein, ouais, non, c'est pas grave. C'est vachement variable en fait. Ça dépend des sujets, ça dépend aussi des moments parce que on n'a pas toujours la disponibilité, y compris le dimanche matin. Mais de toute façon, à minima, je les retravaille vachement. Et parfois je suis à l'origine ou je suis juste en correction, mais en tout cas. Mais ce sont des convictions profondes, c'est pas exactement. Voilà, exactement. C'est pas des choses que vous allez qu'on vous impose et c'est que des trucs que j'ai envie d'écrire et de publier pour le coup. D'accord, c'est pas du copier-coller de slides de consultants vous disant il faut parler de ces sujets-là, c'est important. Ouais, je vois pas bien l'intérêt de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une pratique des réseaux sociaux et de la communication en général où c'est juste exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, quoi, et ce dont je suis convaincu et ce que je pense qui peut-être à ma petite échelle peut faire avancer un peu les choses, quoi. Alors, avant de continuer, vous n'hésitez pas à partager ou faire venir d'autres personnes. Allez-y, on est encore ensemble pour une demi-heure. Ça fait déjà un quart d'heure. Au bout de quart d'heure, on est quasiment 1000 spectateurs. Donc c'est plutôt sympa. Cette heure-ci, ça va. Les gens sont encore des fois dans les bouchons ou autre. De toute façon, il y aura du replay, donc ils auront le loisir de le voir. Peut-être que les salariés demain le verront. J'espère. Sur la vidéo émise sur le réseau social de la Maïf. Alors justement, on parlait de culture il y a quelques instants. Comment on fait pardon, j'ai des questions, donc on y va. Nabs qui demande quels sont les projets d'avenir s'il en a. On va y venir. Projets d'avenir. Nabs, tu veux dire des projets d'avenir, ses projets d'avenir à lui ou les projets d'avenir de la société? Si tu peux préciser un tout petit peu, ce serait pas mal. Merci à Marine qui vient de partager. Christophe, j'imagine qu'il fait un froid polaire. Pas du tout. On est dans un salon de la Maïf. Ici, tu vois, alors c'est pas comme chez Michel Drucker, il est pas rouge le canapé, il est beige et il fait chaud. Donc voilà. Alors Blandine Corset, depuis ce début de la transformation, de quoi êtes-vous le plus fier? #salarié Maïf. Ouais, je connais très bien Blandine Corset. Très bien. On me demande aussi la dimension coopérative. Est-ce que c'est une motivation des équipes? Alors, ce dont je suis le plus fier. Bonsoir, Mademoiselle Goff.
Pardon. Ce dont je suis le plus fier, aucun doute là-dessus, c'est quand je vois, et franchement, ce sont pas des mots, ce sont vraiment, je pourrais citer 50 anecdotes là-dessus, quand je vois l'enthousiasme. J'ai parlé des managers à La Rochelle il y a un petit moment, mais des salariés en général. Alors je dis pas de tous, hein, il faut pas rêver, mais franchement quand je les rencontre, quand je vais sur le terrain, qu'on parle de ces projets-là, qu'on parle de la modernisation de la Maïf, qu'on parle des changements culturels, qu'on parle de la manière dont la Maïf est vue sur le marché aujourd'hui comme étant waouh, quand même assez moderne, etc. Je rappelle que Maïf veut dire. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire Maïf? Vous avez 2 secondes pour chercher, vous n'avez pas le droit d'aller sur Wikipédia, on continuera après. Quand je vois l'enthousiasme, l'envie que ça suscite, c'est vraiment ça dont je suis le plus fier. J'ai vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas quantifier, je ne sais pas dire si c'est la majorité ou pas, j'espère une grosse majorité, mais en tout cas, il y a des gens qui m'envoient des témoignages incroyables quoi, sur le thème. Waouh, c'est super, on est fiers de bosser là, c'est génial. Et ça, bah, voilà, c'est la plus belle récompense. Hein, alors justement, la question de la culture. Ouais. Cette notion notamment d'évolution par rapport au digital. Ouais. Donc le numérique, le digital, qui au début a été vu comme un petit quelque chose qu'on rajoute, et finalement on se rend compte que c'est un peu comme de l'eau, ça passe partout, ça passe sous la porte, ça rentre absolument partout, et c'est difficile de s'en isoler. Comment vous avez abordé cette question? Vous avez parlé tout à l'heure de formation, mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments. Vous avez parlé des managers à La Rochelle, donc il y a des petites touches comme ça. Comment est-ce que vous amenez ça auprès des salariés? Question, ou plutôt point de Sébastien qui dit l'implication des salariés dans les réseaux sociaux de l'entreprise est une nouvelle culture interne. C'est ce qu'on dit ici. Oui, c'est vrai. Ça marche comment? Il y a un réseau social d'entreprise qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'1 an. Qui a un petit nom, si mes souvenirs sont bons. Qui a un petit nom, qui s'appelle Maya. Voilà. Et qui a pris son envol pour le coup. Et qui vraiment fonctionne super bien. En gros, pas dire la totalité, mais je pense qu'il y a plus de 90% des salariés qui sont inscrits et qui sont généralement super actifs. Il y a un nombre de communautés sur Maya qui est hyper élevé, donc ça marche vachement bien, vraiment. Alors donc comment on amène une entreprise? Donc Maïf veut dire mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Bravo Damien. Ah voilà, oui, donc j'ai révisé quand même. Non mais je veux dire, ça marque aussi, on va dire, une certaine époque, comme d'autres mutuelles d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc il faut se propulser dans autre chose. Comment on accompagne les salariés dans cette transformation, pas seulement digitale, mais globale, mais qui passe notamment par le digital. Il y a d'autres sujets, on l'a dit, entreprise libérée, etc. La notion de la confiance aussi. Comment on les accompagne là-dedans, sachant que, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, vous avez dit je ne suis pas de la génération Y, mais globalement c'est vrai qu'il peut y avoir des peurs par rapport à ça, des réticences. On parle aussi des managers, certains, pas forcément à la Maïf, mais en général il y a un peu cette crainte de perte de contrôle, de se dire mais il faut que je réapprenne des choses. Comment on gère ça? Comment on arrive finalement à cette imbrication de différentes générations, de différents usages? Comment on arrive à aborder ça pour faire en sorte de tirer tout le monde vers le haut? Moi, je pense que l'essentiel de mon job, en réalité, consiste en 2 choses. D'abord, expliquer. Et avec le plus grand niveau de transparence possible. Je vais prendre juste un exemple, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. La question justement de la rupture digitale, on va dire, d'une manière générale, sur le marché de l'assurance. On pourrait d'ailleurs élargir les services, etc. En tout cas, marché de l'assurance, c'est juste colossal, c'est juste gigantesque. Et quand on regarde comme ça les conséquences que ça peut avoir, y compris dans pas si longtemps que ça, ça peut être violent, et ça va être violent en réalité. Dans combien de temps ça va être violent? Alors ça dépend quoi? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la généralisation du véhicule autonome, ça prendra un petit peu de temps. Si on parle de l'intelligence artificielle, c'est là. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Volontiers. Donc des sujets comme ceux-là, moi j'ai commencé à les aborder relativement tôt, je pense, dans le secteur de l'assurance, par rapport à nos confrères. Et je les ai toujours abordés de manière super transparente avec les différents cercles auxquels j'en parlais, y compris on a une télé interne de manière ouverte vers tous les salariés.
Au début, on me disait, oh là là, mais Pascal, fais pas ça, c'est super anxiogène de parler comme ça des ruptures, etc. Sauf qu'en réalité, je crois que c'est infiniment moins anxiogène quand on est hyper transparent, qu'on dit les choses et qu'on dit évidemment en face, voilà ce qu'on va faire pour répondre à cette menace. Si on n'a pas de réponse, c'est plus compliqué. Mais sauf qu'on en a une, et pertinente à mon avis. Donc, première chose, vraiment expliquer, être transparent. De toute façon, les gens, enfin voilà, en dehors de l'entreprise, ils voient bien ce qui se passe. Ils vont eux aussi sur les réseaux sociaux, ils lisent la presse, ils regardent la télé, ils savent bien que le monde est en train d'être bouleversé par tout ça et que forcément on ne vit pas dans une bulle et qu'ils seront impactés dans leur entreprise. Alors justement, comment on les accompagne, comment on les tire, comment on les amène, ça passe par quoi concrètement? Justement, la deuxième chose, après l'explication, la deuxième chose, pour moi, le job d'un patron, peut-être la priorité, ce sur quoi il devrait être jugé au fond, c'est la capacité d'entraîner. C'est d'avoir un peu suffisamment de leadership, de donner envie, d'avoir une stratégie qui est suffisamment aspirationnelle pour donner envie, et puis la porter, de la vendre, c'est être capable de dire voilà, ça va être super, ce qu'on va faire, et vraiment d'entraîner les gens, de les convaincre, etc. Donc ça, je crois, c'est un rôle. Non seulement d'ailleurs du patron de la boîte, mais c'est un rôle d'une manière générale du management. Et pour moi, le passage justement d'un management un peu autoritaire, où on décide, où on commande, où on sanctionne, à un management plus libéré, on va dire, c'est précisément... Plus participatif aussi, c'est précisément être capable de donner envie en fait. Le but, c'est de donner envie. Alors justement, un petit instant, donc Sébastien, j'ai vu ta question, je vais y répondre en quelques instants. Allez-y, on est plus de 1000 déjà à suivre ce périscope, donc allez-y encore, partagez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Periscope, vous partagez sur Twitter, vous retweetez, vous pouvez même le mettre sur Facebook. Soyez fous, allez, soyez dingues, allez-y, lâchez-vous. On continue, on est encore ensemble, allez, une vingtaine de minutes avec Pascal Demurger, donc CEO de la Maïf. Si vous arrivez sur ce périscope, bonsoir. Pascal nous fait l'amitié de nous donner du temps pour nous expliquer ce que c'est qu'être PDG d'une grande société et ce à quoi il est en train de faire face aujourd'hui en termes de mutation de marché et au niveau de son entreprise. Alors justement, ces fameux managers donc, qui ont été cités plusieurs fois, qui sont donc logiquement un rouage important. Bien sûr. Ces managers-là, comment on arrive à les transformer dans leur... Il faut qu'il y ait une mécanique globale. Comment on les transforme dans leur rôle? Justement, comment on leur dit, maintenant, ça va vraiment changer. On vous l'a dit plein de fois, mais là, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, d'abord, on capitalise quand même sur une expérience passée. Moi, ça fait, je dirige la Maïf depuis 2009. On a fait pas mal de transformations déjà en interne, y compris des transformations un peu dures, des trucs moyennement rigolos. Et j'ai toujours annoncé à l'avance ce qui allait se passer dans les 2, 3, 4, 5 ans parfois qui viennent, et on a toujours fait les choses comme on les avait annoncées. Donc il y a aussi un sujet de... Une question de confiance. Oui, une question de confiance et de crédibilité, bien sûr. Donc ça, c'est quand même quelque chose, je crois, d'important. Et de ce point de vue-là, la stabilité d'un dirigeant, c'est quelque chose d'important. En 2009, oui, effectivement, 2009-2017. Oui, ça commence à faire. Ça commence à faire. Mais il y a encore plein de trucs à faire, donc c'est super. Il n'est pas en train de dire qu'il part, non. Il n'a pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de montrer qu'on est déterminé et donc d'agir dans la matière. Ce que l'on a fait, par exemple, depuis 2 ans, sur ce sujet du management par leur confiance, de prise d'initiative, etc., on a non seulement autorisé, mais au contraire stimulé, encouragé les prises d'initiative locales. Et donc, partout dans l'entreprise, il y a des centaines en réalité d'initiatives sur la manière dont on travaille, la manière dont on s'organise, telle procédure, etc., qui ont été mises en place localement à titre expérimental. Et puis voilà, les gens ont testé, ça a marché, ils continuent, ça marche pas, ils arrêtent, ils testent autre chose. Ils sont allés explorer... Je partage avec vous ça en même temps. Je confirme, la transformation de la com digitale m'a donné un coup de boost. La complexification... Ah, j'ai raté ta question. Tu peux nous la remettre, s'il te plaît? Il y avait une autre question de Fradin, pardon, j'en profite, qui nous demandait la proposition de Martin Hirsch ce matin dans Le Monde. Alors, j'ai pas lu Le Monde ce matin, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne sais pas. Voilà, c'est une colle. Donc, si tu peux juste nous redire, Fradin, ce que c'est que la proposition de Martin Hirsch. Merci. Comme ça, je pourrais le lui poser. Bonsoir, mec gentil. Non, pardon, on continue. Donc, déjà, sur un plan purement empirique, quoi, plein
plein d'expérimentations partout dans l'entreprise qu'on a d'ailleurs partagé. On a fait des marchés aux initiatives, c'est-à-dire on organisait comme des foires entre guillemets, d'idées avec des stands, exactement, et les gens peuvent venir picorer des idées. Exactement. Ensuite, on a mis ça sur le réseau social interne, voilà. Et puis, bien sûr, par ailleurs, un plan d'accompagnement des managers. Parce que, encore une fois, ça peut être compliqué de changer de style de management quand même quand on est habitué à un style managérial. Donc un plan d'accompagnement totalement personnalisé. C'est-à-dire que chacun des 700 managers, sur la base à la fois d'une auto-évaluation et d'une évaluation par un certain nombre d'autres personnes extérieures, définissent le plan d'accompagnement dont ils ont besoin, plus ou moins important, plus ou moins profond, sur telle thématique ou telle autre, etc. Et on les accompagne pour les faire progresser, évoluer tranquillement. Alors on va parler justement de l'évolution du marché. Alors Flavien a précisé, le point c'était concernant, apparemment l'idée proposée par Martin Meyersch serait la fusion des mutuelles et de l'assurance, de la sécurité sociale. Alors, moi je ne sais pas, donc ça vous parle ? Ouais, ça me parle. C'est une idée qui a fleuri un peu ces derniers temps dans la campagne présidentielle. Alors juste quand même une toute petite remarque. Nous, c'est pas notre secteur d'activité propre. Bon. Hein, on n'est pas mutuelle santé. On est assureur de biens et de personnes. Ceci étant, je suis ça quand même. Et effectivement, on a vu fleurir cette idée. D'ailleurs, un peu partout sur l'échiquier, enfin à plusieurs endroits en tout cas, de l'échiquier politique. Franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un point d'équilibre qui fonctionne super bien. Enfin, les mutuelles santé, elles sont là depuis l'après-guerre. Elles assurent un rôle social qui est quand même majeur, avec un mode de fonctionnement qui aujourd'hui est vraiment satisfaisant. Beaucoup d'évolutions récentes, que ce soit l'ANI, que ce soit le référencement pour les différentes fonctions publiques, énormément de regroupements de mutuelles. C'est vrai qu'il y avait il y avait un trop grand nombre, un éclatement des mutuelles sans doute trop important. Il y a une concentration qui est en train de se faire et qui est plutôt nécessaire. Moi, je pense qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas trop toucher quand même. Quand ça marche, autant garder les choses. Alors, on va glisser pour le dernier quart d'heure qui nous reste ensemble, justement, vers l'évolution du marché. Question de Laurent. Alors déjà, la mutation pousse... Merci Olivier pour la transition, très gentil. Ta question arrive pile comme il faut. La mutation pousse-t-elle à augmenter les services aux clients ? Oui, je crois. On peut pas rester simplement assureur sur une verticale hyper spécialisée. Demain, nous, on se vit en tout cas comme une plateforme de services en réalité, donc beaucoup plus large, avec une agrégation de services de nature un peu différente, dans une relation de confiance que l'on sait nouer avec nos sociétaires. Ça pourquoi ? Pour au moins 2 raisons. D'abord parce que c'est, je crois, l'attente des clients, in fine, qui veulent avoir finalement une réponse beaucoup plus large, beaucoup plus complète, dans une relation unique avec un interlocuteur de confiance. Et puis c'est aussi un substitut à une activité d'origine, de base, qui demain va plutôt se restreindre. Et donc il faut aussi trouver des relais de croissance. Alors une autre question de Laurent Javot qui dit « Est-ce que l'innovation permanente ne devient pas anxiogène pour les personnels ?» Moi, je pense que, en tout cas à titre personnel, si j'étais salarié de mon entreprise et plutôt un peu plus spectateur, j'allais dire, par rapport à ces sujets stratégiques et d'innovation, moi je crois que ce qui me ferait peur, c'est de faire le constat que ma direction générale ne bouge pas, n'est pas innovante et ne fait pas bouger l'entreprise. C'est exactement la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez, qui court et qui court super vite. Et le paysage est complètement stable. Le paysage ne défile pas. Parce qu'en réalité, si elle s'arrête de courir, là, le paysage se met à défiler. C'est donc en courant qu'elle arrive à simplement stabiliser sa position par rapport au paysage qui recule. On est exactement dans cette situation. L'environnement bouge super vite. Si on ne bouge pas au moins aussi vite, on va se faire distancer. Donc, moi, je pense que c'est l'immobilisme qui est anxiogène.
Bah, pour ceux qui sont en train d'arriver, merci. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est qui le mec en costume À côté de Damien. C'est le DG, c'est le directeur général de la Maïf quand même. Donc bon, quand même, c'est lui ce soir. Donc c'est Pascal Demurger, @Pascal Demurger sur Twitter. Et vous pouvez le trouver aussi sur LinkedIn notamment, entre autres. Alors justement, on me demande, est-ce que, alors ça je poserai à la fin, parce que c'est une profession difficile. Mais justement, DG ou assureur? Ça, voilà, DG, est-ce que tu peux préciser DG ou assureur? On me dit effectivement, est-ce que l'évolution des marchés aujourd'hui, quelle est cette mutation des marchés, quel est le degré de porosité avec des marchés connexes qui sont en train d'arriver, bien sûr, avec des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants auxquels on ne pensait absolument pas il y a quelques années. Bien sûr, la porosité devient gigantesque. Le monde de l'assurance, en fait, c'est un truc que j'ose à peine dire, mais le monde de l'assurance, pendant des décennies, a été protégé par un certain nombre de barrières à l'entrée, qui en réalité faisaient qu'on ne pouvait pas en pratique devenir assureur si on ne l'était pas auparavant. Et notamment toute la nécessité d'avoir des bases actuarielles, statistiques, vachement importantes pour pouvoir tarifer le risque, évaluer le risque. Aujourd'hui, avec le big data, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, avec le big data, il y a des boîtes, alors typiquement évidemment les GAFA, mais pas que, qui ont une capacité à collecter une quantité de données infinie et beaucoup plus que les assureurs, et qui ont une capacité aujourd'hui à traiter ces données de telle sorte qu'elles peuvent individualiser de manière vachement précise les propositions de services et de tarifs. GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, je précise pour ceux qui ont oublié. Ouais, désolé, je jargonne un peu. Donc oui, il y a beaucoup plus de porosité. Le fait même, en fait, que progressivement, tous les secteurs sont en train de se faire ubériser, c'est bien la marque, justement, d'une grande porosité. Jusqu'à présent, dans le monde du XXe siècle, les banquiers faisaient de la banque, les assureurs faisaient de l'assurance. Vous, demain, vous voyez peut-être une plateforme de service. Vous voyez évoluer. Nous, on se voit forcément une plateforme de service. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les autres se voient plateforme de service aussi. Oui, et vous parliez tout à l'heure, alors j'ai une question sur l'intelligence artificielle, on y viendra après, je ne l'ai pas oublié, mais vous parliez tout à l'heure, par exemple, de l'automobile, qui reste quand même un grand marché pour vous. Ouais. Donc ça représente beaucoup de revenus, qui risque d'être bousculé par exemple, l'automobile, le véhicule autonome. Le véhicule autonome, voilà, avec des acteurs entrants que vous ne pensez pas, des tout nouveaux, des Tesla, des Uber, bien sûr. des Google. Bien sûr. Justement, comment on réagit à ça? Comment on imagine ça? Comment on réinvente son modèle? Parce que là, vous êtes, en gros, il faut réinventer votre business model. Exactement, il faut tout réinventer. On l'a déjà fait d'ailleurs sur un certain nombre de points. Juste un exemple, une illustration. On a été les premiers, la Maïf, et ça aussi, tiens, c'est une source de fierté quand même. On a été les premiers à accompagner tout le mouvement de l'économie collaborative. Par exemple, pour rester c'est un de vos axes d'ailleurs. Absolument. Pour rester sur l'exemple de la voiture, si vous louez demain la voiture de votre voisin, il y a des problématiques d'assurance qui sont complètement nouvelles par rapport à l'assurance traditionnelle, qui est une assurance permanente, où on assure le propriétaire du véhicule de manière permanente du 1er janvier au 31 décembre. Là, il faut assurer juste une petite tranche, un moment, une après-midi de location ou un week-end de location, avec une intensité en plus d'usage qui est complètement différente, etc. Ça réinvente complètement la manière de faire de l'assurance. Demain, véhicule autonome, c'est pareil. Véhicule autonome, aujourd'hui, la grande majorité, plus de 80% des accidents sont dus à des erreurs humaines en réalité. Le véhicule autonome, demain, il ne fera pas d'erreur humaine en tout cas. Non, mais il posera des nouveaux problèmes. Il posera des nouveaux problèmes. Est-ce qu'il faut rentrer dans le mur pour sauver, ou est-ce qu'il faut écraser la personne sur le passage piéton pour sauver le conducteur? Il y a des problèmes moraux qui sont énormes. Il y aura de nouveaux types de sinistres. Une voiture autonome qui se fait hacker. Qu'est-ce qui se passe? Y compris d'ailleurs des sinistres sériels de grandes séries. En revanche, la sinistralité traditionnelle, on estime aujourd'hui, alors c'est un peu tôt pour le dire, mais qu'elle peut baisser de 80%. Donc quand vous êtes dans une boîte dont le core business a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, même si c'est un horizon un petit peu lointain, dont le core business peut disparaître en grande partie, vous êtes quand même un peu obligé de prendre les devants et de réagir.
et donc, en effet, d'envisager un élargissement de votre activité. Ouais. Demain, Waymo, donc société, la filiale d'Alphabet, hein, donc ex-Google, Waymo sort sa voiture et dit vous avez d'avec l'assurance qui va bien parce qu'on vous connaît bien, parce qu'on sait, grâce au big data, on revient à ce que vous disiez, on arrive à savoir qui vous êtes. C'est un fantasme ou c'est une réalité potentielle? C'est une crainte en tout cas. Mhm. C'est une crainte. Donc vous y préparez. Après. Oui, bien sûr. Justement, bien vous sûr. y préparez comment? On m'a glissé une question tout à l'heure Ouais. qui était Sébastien qui demandait est-ce que vous avez des expériences d'intelligence artificielle type Watson au sein de la Naïve? Je pense notamment au lien avec la big data. Ouais, alors type Watson, pas exactement. Il y a vraiment deux manières moi je crois, de considérer l'intelligence artificielle. Soit l'intelligence artificielle vient améliorer les choses, améliorer le service au client et améliorer le travail des salariés en allégeant des tâches répétitives, en leur permettant de se concentrer sur des trucs à plus forte valeur ajoutée. Donc soit on est dans une logique d'amélioration, soit on est dans une logique de substitution. L'intelligence artificielle vient remplacer des salariés, des collaborateurs. Nous, on veut vraiment pas être dans une logique de substitution pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas dans l'ADN, dans les gènes de la Maïf, parce que je crois pas qu'on construit au global un monde dans lequel on vient prendre le boulot des salariés du tertiaire, parce que c'est bien ça le sujet. Pourtant, pour la première fois de l'histoire en termes de révolution industrielle, on est sur un tournant où effectivement la substitution pourrait se faire sur ces métiers intellectuels, alors que jusqu'à présent c'était plutôt sur des métiers manuels et techniques. Exactement. Ce qui s'est passé dans l'industrie pourrait se passer dans le secteur des services. Moi, j'ai pas envie d'être un acteur de cette évolution-là. En revanche, et puis parce que la grosse valeur ajoutée de la Maïf, c'est sa capacité un peu unique quand même sur le marché, à générer une relation client qui est super bonne. On a le taux de fidélisation, voilà exactement. On a le taux de fidélisation le meilleur du marché, on a le taux de satisfaction le meilleur du marché, le taux de prescription le meilleur du marché, etc. Donc moi je vais pas, évidemment, il faut qu'on capitalise sur nos avantages comparatifs et notamment sur cette relation humaine, chaleureuse, empathique. Comment l'on sait vous gérez, je pense, une question de Happy Laurence, Ouais. comment vous gérez les réticences éventuelles de vos clients, notamment, on a parlé de salariés tout à l'heure, mais ça peut être les clients, face à justement toutes ces mutations. Je pense notamment, par exemple, voilà, moi j'ai une montre, j'ai une Apple Watch, mais ça peut être vu comme un bracelet qui peut me fliquer, puisque on va me dire demain, mais si tu fais du sport, eh bien on va te faire payer moins. Alors, là, c'est la santé en l'occurrence. Ouais. Mais on peut mesurer certaines choses, tu te déplaces comment, etc. Donc certains peuvent voir ça comme une manière d'avoir de l'économie, enfin un avantage concurrentiel intéressant et je peux payer moins cher. D'autres peuvent voir ça comme un bracelet électronique. Comment on gère ça et comment vous l'abordez aussi ça? Alors on a une position très... Donc on a parlé de l'intelligence artificielle avec une position quand même relativement en pointe. On a une position très en pointe également sur la data et sur le thème du self-data, c'est-à-dire de la restitution, la restitution aux consommateurs, aux clients, aux sociétaires en l'occurrence, de ses propres données et le fait qu'on ne s'accapare pas les données des gens, a fortiori évidemment on ne les commercialise pas, mais on est capable pour vous, par contre, c'est l'objectif. On les utilise pour nous en toute transparence, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, où chacun sachant effectivement les données dont on dispose et la manière dont on les traite, et ça ne sort pas évidemment de chez nous. Je suis sociétaire à la Maïf, demain je veux partir à la Maïf pour aller ailleurs, je peux vous demander mes données, vous dire vous les effacez vos serveurs. C'est vrai? Oui, enfin, on a une position super en pointe là-dessus, bien sûr. Bien sûr. Moi, je considère, et je pense qu'un jour, de plus en plus d'entreprises vont s'en rendre compte. Pour moi, les data, c'est un actif nocif en réalité. C'est un actif qui est extrêmement dangereux. Il y a énormément d'entreprises qui ont une partie, voire la totalité de leur business model qui repose sur l'exploitation des data. Le fait de les revendre, etc. Notamment au sein des GAFA. Notamment au sein des GAFA, absolument. Et en réalité, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. D'abord, en termes d'image, d'éthique, etc., c'est quand même hautement discutable. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Par ailleurs, je ne connais pas une entreprise au monde qui soit à l'abri du hacking et qui puisse vraiment complètement dire il n'y a aucun risque de vol de données chez moi. Et on peut mettre à plat
très rapidement n'importe quelle entreprise s'il y a effectivement un vol de données un peu conséquent. Donc moi je crois qu'il faut être extrêmement prudent et très éthique sur la question des données. Les gens, ils sont quand même de plus en plus sensibles, et c'est normal. Vous allez arriver à hacker la Maïf? Ah bah c'est le but du jeu, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. Très Mais bien. il faut hacker son propre modèle. La condition de la survie, c'est précisément de hacker son propre modèle. Et je préfère hacker la Maïf plutôt que ce soit une start-up californienne qui vienne hacker la Maïf. Alors le temps tourne, on aurait pu discuter justement des désolé. startups, de ce que vous faites, donc pas désolé, c'est juste que ça va vite. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me demandent où est-ce que je postule pour travailler à la Maïf. Donc voilà, vous avez fait des émules ce soir, c'est plutôt Super, pas mal. super. Donc blague à part, et s'ils ont envie de postuler, ils font comment? Et bah par exemple sur les réseaux sociaux. Ouais, très bien. Donc Ah. il y a un LinkedIn. compte, il y a un compte Maïf, il y a la page Maïf. Ouais, absolument. Voilà, donc Absolument. si vous voulez postuler, parce qu'il y en a plusieurs qui ont demandé, vous allez sur la page Maïf de LinkedIn et vous Welcome. postulez. Voilà. Welcome. On va finir pour rester dans les temps, parce que Ouais. vous avez des choses derrière encore. On va parler, donc on aurait pu parler de l'économie collaborative, Ouais. ce que vous faites avec des startups. Ouais. On va en parler un tout petit peu avec ça, le Maïf Social Club. Ah, c'est chouette ça. Voilà, alors juste pour en parler un peu, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est quoi le Maïf Social Club? Ça, c'est juste pour dire, c'est un lieu qui se trouve 37 rue de Turenne, dans le Marais, à Paris. Venez C'est quoi? nombreux, venez nombreux, n'hésitez pas, c'est un lieu qui est ouvert, complètement open, donc et gratuit évidemment. Donc n'hésitez pas à venir, c'est un lieu d'abord très sympa, physiquement je veux dire, hein, c'est une ancienne usine au 19e qui a été complètement réhabilitée. Alors, je vous montre, voilà. Donc le lieu est vraiment très très sympa, c'est un lieu dans lequel il va se passer plein de choses, plein d'animations. Il va se passer quoi? Il y aura des expos, il y aura des concerts, il y aura des conférences, il y aura plein de choses très, très sympas, d'animations culturelles, etc. Beaucoup de réflexions autour du digital, il y aura plein de débats, il y aura plein de confrontations d'idées sur plein de sujets de société et plein de sujets liés au digital notamment, mais pas que. Et donc c'est un endroit ouvert sur la ville, un peu moderne. Donc on n'est pas obligé d'être sociétaire, On n'est pas obligé d'être sociétaire, il n'y a aucune obligation. On peut venir voir une expo photo, écouter un concert, participer à un débat, écouter une conférence. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très ouvert et qu'on veut être un lieu de confrontation, d'enrichissement et faire progresser à la fois le débat public et puis nous faire progresser nous-mêmes dans notre compréhension de l'évolution du monde. Finalement. Vincent Ruffio me dit c'est à Paris et il fait un smiley pas très content. Ça veut dire que tu préférerais d'en avoir d'autres peut-être en France? Ah peut-être, c'est un test peut-être. Et bien justement, peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Et en fait, on a déjà des trucs qui fonctionnent un petit peu comme ça dans d'autres villes de province, avec un tout petit peu moins d'ampleur, mais quand même, il y a par exemple, pas que, mais j'ai en tête notamment, j'y suis allé il n'y a pas si longtemps, à Strasbourg, on a un endroit qui fonctionne super bien, où il y a plein là aussi de conférences, de choses comme ça, et qui ne désemplit pas. Donc non, pas que à Paris. D'accord. Et si on faisait notre prochain périscope, parce que vous avez aimé ce périscope, je suis sûr. Ah c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Est-ce que vous avez fait plaisir quand même? À moi, oui, je m'éclate bien. Voilà, j'ai qu'une frustration, c'est que ce soit déjà. Justement, voilà, Sébastien me demande, cette expérience périscope ne donne-t-elle pas à Pascal envie de recommencer communication corporate? Et pourquoi pas au Maïf Social Club? Tiens. Bien sûr, au Maïf Social Club, bien sûr. Voilà, donc ça vous dirait ou pas? Ah ouais, moi ça me dirait bien. On prend rendez-vous? Ouais, avec plaisir. Bon, très bien, parfait. Écoutez, je vais vous libérer, pile à l'heure, comme on avait prévu. Super. Merci à vous de cette liberté de ton. Merci. Merci à Pi Laurence de nous avoir regardé de la Belgique. Merci aux quasiment 1500 personnes qui sont venues nous regarder ce soir. C'est plutôt sympa pour une fin de journée, pour un début de soirée. Puis il y a le replay aussi derrière. Donc voilà. Écoutez, merci à vous. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais tout simplement me lever parce qu'il va falloir que c'est périscope. Hein. Ah oui. Donc je vais aller arrêter la machine là-bas. Et ouais, il y a des bords. Enfin, merci beaucoup, ne bougez pas. Merci à vous Pascal. Et bonne soirée à tous.